Bienvenue sur les héros de la vente. Si vous voulez progresser sur les fondamentaux de la vente et devenir un top vendeur, vous êtes au bon endroit. Cette saison 2 se veut sans fioriture, on va commencer l'interview. Mais avant ça, je tenais à vous inviter à consulter nos livres blancs sur les meilleurs outils et formations pour les commerciaux sur vyfe.fr. V-Y-F-E. Vous pourrez en profiter pour jeter un œil sur notre technologie d'entraînement vidéo qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formations pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode! Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vyfe de vous proposer beaucoup plus. Des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Erwan Gauthier d'Ornicar. Erwan, bonjour. Bonjour. Erwan, merci de nous accorder de ta dispo pendant ces temps de confinement. J'imagine que ça change pas mal de choses pour toi. On aborde un peu ça avec tous les invités en ce moment. Ouais, ça change pas mal de choses. La première chose que ça change, c'est que je suis dans ma cuisine en train de te parler. J'aurais préféré qu'on se voit à la terrasse d'un café ou au bureau chez Ornicar, mais ça c'est le premier truc qui change. On est évidemment tous en full remote, et puis sur le business, ça change pas mal de choses, effectivement, notamment pour Ornicar qui est assez dépendant des auto-écoles et des enseignants partenaires. Ouais, tu peux nous dire deux mots sur Ornicar et peut-être aussi deux mots sur comment vous bossez en ce moment, et puis après en même temps tu peux en même temps te présenter aux auditeurs comme ça. Complètement. Je travaille chez Ornicar depuis 2 ans. Ornicar, c'est une auto-école en ligne, leader sur le marché aujourd'hui en France. Une auto-école en ligne, pourquoi est-ce qu'on est en ligne versus une autre auto-école? On a un produit code qui est lui totalement digitalisé. On apprend le code de la route depuis chez soi pour 29,90 €. Et ça, c'est pas par mois, c'est pour toute la vie. Et ce produit-là, code, permet aux candidats de s'entraîner, de faire des séries tests en illimité et d'avoir un cours de code comme à l'auto-école, sauf qu'à l'auto-école on est obligé d'y aller. Là c'est l'avantage d'Ornicar, c'est qu'on est obligé d'y aller. On facilite bien évidemment la prise de rendez-vous pour les examens du code de la route partout en France. Et ensuite on a un deuxième produit qui est dans la continuité bien évidemment, qui est sur la partie conduite. On travaille avec un réseau d'enseignants partenaires, donc des enseignants de la conduite qui sont diplômés, c'est important, et qui sont partenaires du réseau d'Ornicar, à qui on envoie des candidats et qui en échange se mettent à disposition des candidats pour faire des heures de conduite partout en France. On est dans un peu plus de 900 villes aujourd'hui en France, et qui font des heures de conduite du lundi au dimanche, parfois tôt, parfois tard. En fait, ils s'adaptent complètement aussi aux horaires des candidats. Ils sont libres de choisir quand est-ce qu'ils travaillent, où est-ce qu'ils travaillent, et à nous de pouvoir leur donner le meilleur cadre pédagogique et le meilleur cadre business pour qu'ils puissent s'épanouir dans ce métier-là. Et donc ça, c'est ce qu'on fait. On fait ça depuis maintenant 5 ans. On fait ça en France. Et on a commencé à le faire en Espagne depuis quelques mois. Marché assez similaire à la France sur la partie auto-école, et qu'on essaye également d'aller essayer de bousculer un petit peu. D'accord. Et toi, du coup, ton rôle chez Ornicar, et qu'est-ce que tu as fait avant Ornicar pour qu'on situe un peu ton parcours et ton cursus? Oui, bien sûr. Moi, avant d'arriver chez Ornicar, j'avais monté une boîte. J'ai monté une boîte qui s'appelait Alchimie. Alchimie, c'était une cordonnerie en ligne pour les sneakers. Sneakers, pas la barre chocolatée, mais ce qu'on met au pied. Moi, j'étais un gros fan, et je suis toujours un gros fan de sneakers. Et en fait, j'en avais un petit peu marre de mettre une paire au placard parce qu'elle avait une tache ou parce qu'elle avait une égratignure, etc. Et globalement, les cordonniers, à l'époque, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, n'étaient pas capables de prendre en charge ces prestations-là sur des chaussures qui n'étaient pas de ville ou pas des souliers, entre guillemets. Et donc du coup, je suis pas une exception. Il y a quand même 80% des jeunes de mon âge qui portent des baskets. Et du coup, on n'avait pas de solution pour essayer de les remettre un peu en état. Et donc, moi, j'avais des amis qui, sur leur temps libre, faisaient ce type de prestations-là, c'est-à-dire qu'ils nettoyaient, qu'ils réparaient,
qui customisaient même des baskets. Et je trouvais que le service était trop cool pour qu'il reste confidentiel. Et donc, on a monté une plateforme qui permettait à n'importe quelle personne de faire une demande de prestation sur notre site internet avec un système de devis. Il déposait ensuite sa paire en point relais. L'alchimiste, donc c'était la prestataire, venait récupérer ses paires en point relais, faisait la prestation, et puis ensuite le client récupérait sa paire comme neuve. Donc ça, c'était un petit peu l'idée. On a fait ça pendant 1 an et demi. On a un peu plus de 4000 clients. C'était une belle aventure. On a appris beaucoup de choses. On a raté beaucoup de choses aussi. On a essayé de lever des fonds en mai 2018. Ça n'a pas marché. Pour plein de raisons, notamment le fait que le marché est très restreint et qui reste assez confidentiel, notamment en France. Et en mai 2018, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Nicar en tant que Head of Business Development, dans une équipe qui à l'époque on était 40, aujourd'hui on est 100. Donc je suis arrivé pas au début, mais presque. Et donc il y avait encore beaucoup de choses à faire. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Mais mon rôle aujourd'hui se situe entre la partie sales, entre la partie bizdev et entre la partie un peu growth. L'idée, c'est de créer des leviers qui génèrent du revenu pour Handicap, donc des leviers business development, bien évidemment, des leviers plutôt terrain, des leviers plutôt sales. Et ces leviers-là, il faut les créer, il faut les scaler, il faut les itérer, et il faut en faire des leviers qui génèrent vraiment de l'impact et du revenu pour Handicap. Et donc aujourd'hui, on a 3 leviers principaux. Un levier campus étudiant, peut-être qu'on en reparlera un petit peu, je ne parle pas trop en détail. Ouais. Un levier campus étudiant, un levier partenariat et B2B, et puis un levier call. On appelle des candidats au téléphone pour leur proposer la conduite et pour les convertir à la conduite. Donc ça, c'est une équipe de 6 personnes dont je m'occupe, et ça fait du coup 2 ans que je m'occupe de ça. D'accord. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as un parcours d'entrepreneur avant d'être Head of Sales. Oui. Et c'est rigolo parce que lors de cette saison 2 d'Héros de la Vente, j'interviewe beaucoup plus de Head of Sales, de start-up ou de scale-up. Et tu te rends compte qu'il y en a beaucoup, en fait, qui ont créé leur boîte avant de devenir responsable commercial dans une autre start-up. Et c'est intéressant comme retour d'expérience parce que du coup, tu te rends compte que la vie s'arrête pas si ta boîte s'arrête, quoi. Tu peux faire plein d'autres choses et le parcours d'entrepreneur, ça t'apprend aussi beaucoup de choses pour la vente. Ouais, complètement. Et puis, en fait, je trouve aussi que les qualités intrinsèques qu'il faut avoir pour être entrepreneur, c'est un peu les mêmes qu'il faut avoir pour faire du bizdev ou faire du sales. Donc, en fait, c'est pas très étonnant que souvent les entrepreneurs retombent sur des métiers un peu plus sales ou bizdev parce qu'en fait, c'est le métier qui se rapproche le plus de l'entrepreneuriat globalement. Et donc, c'est un peu normal parce que je pense qu'une fois qu'on a goûté un peu à l'entrepreneuriat, à monter sa boîte, créer des choses, etc. C'est un peu dur. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est un peu dur de refaire un métier où il n'y a pas de création, il n'y a pas de test, on se prend pas des murs, etc., etc. Et je pense que l'adrénaline qu'on a quand on est entrepreneur, le meilleur moyen de la garder, c'est de faire un métier comme ça. C'est un métier où effectivement il reste cette part de test, de risque et de création. Et c'est aussi pour ça qu'en cas, ça a été un choix qui était de ma part, que j'avais très envie d'aller chez Handicap parce qu'on m'offrait cette possibilité-là. Et c'est pas toutes les boîtes qui le font. Cette possibilité de continuer à entreprendre, en fait, dans une boîte qui était déjà établie. Et ça, c'est super intéressant. Ouais, je suis vraiment sur la même longueur d'onde. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, alors qui est intéressant parce que je l'ai pas du tout abordé dans mes précédents épisodes. On va aborder le B2C aujourd'hui. Et notamment le métier de business developer en B2C et comment faire du sales en B2C. C'est très intéressant parce qu'effectivement, en général, je parle beaucoup à des boîtes qui sont dans le B2B. Ouais. Et c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'on a besoin de commerciaux en B2C? Et c'est toi qui as voulu choisir ce sujet. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet, pourquoi c'est important selon toi d'avoir du business développement en B2C. En fait, il y avait pourquoi est-ce que d'abord j'ai fait ce sujet-là? Parce que moi, je suis assez, pas frustré, mais assez déçu du fait que je fais un métier qui est connu, que tout le monde connaît, sur une facette B2B, que du coup, tout le monde exerce. Et en fait, du coup, moi, quand je parle à des head of sales ou des managers dans la partie bizdev, on se comprend au début assez bien, et puis à un moment donné, nos chemins se séparent parce que tout de suite, on sent vite la différence, et du coup, on fait presque plus le même métier.
Et en fait, on a la même appellation entre guillemets, mais on fait plus le même métier. Et aujourd'hui, c'est effectivement 90% des métiers de bizdev ou sales sont dans la partie B2B parce que aujourd'hui, je pense que c'est indispensable pour une boîte B2B d'avoir une force commerciale. Mais en fait, aujourd'hui, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai chez Ornicar, je me rends compte de l'importance et en tout cas de la pertinence d'avoir des équipes commerciales. Alors, pas du tout sur le même modèle, et je pense qu'on en parlera que sur la partie B2B, mais sur un modèle qui est complètement différent, un peu hybride, qui apporte autre chose que juste une force commerciale. Et je trouve que ce modèle-là, il y a encore peu de boîtes B2C qui l'ont, et je trouve ça dommage parce que ça crée une vraie valeur et ça vient en complément de plein d'autres choses. Bien sûr, c'est pas, on peut pas faire une boîte B2C que avec une force commerciale et business ou sales. C'est un complément de plein d'autres choses, mais je pense que c'est aujourd'hui une composante d'une boîte B2C qui est super intéressante et qui est trop peu, je trouve, exploitée. Et c'est aussi pour ça, le sujet-là, c'est que il y a plein de gens en B2C qui pensent que le commercial c'est pas pour eux, que c'est pas important, que c'est pas nécessaire aussi, qui préfèrent claquer 500 000 euros dans des pubs Facebook et qui se rendent compte qu'en fait à la fin, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde et qu'il fallait peut-être à un moment donné avoir quelqu'un qui puisse avoir un discours humain, qui puisse avoir un discours rassurant, qui puisse voilà. Et alors il se trouve que chez Ornicar, on est encore une fois très particulier parce que c'est un produit qui est à la fois cher, à la fois complexe, à la fois qui est extrêmement stressant aussi pour les candidats. Le permis de conduire, c'est pas un produit comme les autres. C'est un produit où, même si c'est pas cher par rapport aux autres auto-écoles, on n'a pas envie de rater son permis. Et du coup, on met beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes dans ce type de produit-là. Et donc, nous, notre rôle, l'un de nos rôles aussi, sur la partie BizDev, c'est d'être rassuré. En tout cas, d'essayer de rassurer ces candidats-là, ces futurs candidats-là, parce que s'ils sont pas rassurés, ils n'achèteront jamais. C'est pas parce que c'est pas cher, c'est pas parce que c'est une super créa Facebook, c'est pas parce qu'il y a un super programme CRM que les gens vont acheter. Et en fait, il y a ce côté-là, en tout cas que la partie BizDev chez Arnica, qui compte beaucoup. Et nous, c'est un de nos rôles, c'est ça, c'est le côté rassurant et de permettre aux gens de se dire, ok, bah il y a des humains derrière la plateforme, en fait. Et ouais, mais ouais, du coup, j'imagine effectivement que les entrepreneurs ou les gens qui sont dans le B2C vont écouter cet épisode, ils vont effectivement vont apprendre des choses. Moi, c'est vrai que je viens du monde B2B, donc je vais découvrir Ouais, en même temps que les auditeurs tes conseils. Du coup, est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes un peu bien sûr. peut-être les bonnes pratiques de la mise en place d'une force de business développeur dans le B2C en prenant l'exemple d'Ornicar, comment ça se passe? C'est quoi Mhm. les grandes lignes quand tu veux faire du commercial, quand tu as une offre B2C? Ouais, bah, je vais parler d'Arnica parce que c'est ce que je connais le mieux et parce que j'ai pas d'autres exemples, en fait. Parce que, en fait, Ouais, encore une fois, je cherchais aussi d'autres exemples et j'en ai pas trouvé. En tout cas, en France, peu de boîtes qui font du B2C font du business développement ou du sales. Et ouais. globalement, chez Arnica, on est organisé de la façon suivante. On a une équipe revenu qui, comme son nom l'indique, génère du revenu chez Arnica. Donc, c'est toute la partie acquisition de candidats qui va du coup générer des sign-up, parce que chez Arnicar, le process c'est sign-up, achat code, puis achat conduite. Donc nous, on génère, enfin tout le monde génère des sign-up, des achats codes, des achats conduite. Et chacun, dans cette équipe-là, il y a 4 sous-équipes, pardon, avec des leviers différents. Il y a un levier performance marketing, qui du coup, comme son nom l'indique aussi, gère tous les leviers de performance, donc SEO, SEA, Facebook Ads, Instagram Ads, etc. Le CRM également, on a un gros programme CRM. On a une partie brand qui va, elle, gérer l'ensemble des messages qu'on véhicule. Qu'est-ce qu'on raconte, c'est quoi notre histoire, c'est quoi le message qu'on donne, c'est quoi nos contenus aussi. Une équipe focus SEO, on a une grosse culture du SEO chez Arnica avec beaucoup de contenu. Et ensuite, on a l'équipe BizDev. Et donc, dans cette équipe BizDev-là, aujourd'hui, on a organisé de la façon suivante. On a 3 leviers distincts. Et je reviendrai après un peu comment est-ce qu'on les a créés, pourquoi on les a créés. Mais globalement, on a 3 leviers distincts. Un levier campus étudiant. Ce levier-là, aujourd'hui, c'est celui qui marche le mieux et c'est le plus historique. Globalement, on se rend compte très vite, en Ornicar, ok, ça répond à un problème pour les jeunes. Où sont les jeunes? Ils sont dans les campus étudiants. Ok, comment est-ce qu'on va dans les campus étudiants? Et ben, on bosse avec des assos étudiantes, on bosse avec des ambassadeurs, on bosse avec les administrations des écoles, on bosse avec des profs, on bosse avec toutes les entités qui composent le campus étudiant pour maximiser la notoriété d'Ornicar, pour maximiser les ventes. Donc en fait, on va jamais aller vendre au client final. On va toujours passer par un relais de communication parce que c'est le rôle qu'on a et qu'on n'est pas voué à convertir chaque personne qui veut passer le permis
avec handicap. Et ça, c'est un vrai truc qu'il faut comprendre, c'est que un bizdev en B2C, il va pas appeler chaque personne, ou il va pas faire des rendez-vous avec chaque personne qui vont acheter. Les volumes aujourd'hui en B2C, en tout cas chez Handicap, ne permettent absolument pas de faire ça. Et c'est impossible. Et c'est pas le but, parce que c'est une bande passante qui est beaucoup trop forte. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de construire des mécanismes qui vont être plutôt dans du B2B2C, qui vont aller toucher les gens qui, eux, touchent notre cible. Et donc, pour la partie étudiante notamment, ils passent le plus clair de leur temps dans leurs écoles, dans leurs facs, etc., ce qui paraît logique. Et donc, on a tout de suite essayé de construire une stratégie de marque, une stratégie commerciale, une stratégie marketing autour des campus étudiants, et pour permettre à tous les étudiants d'un campus ou d'une école de connaître Handicap, d'une, ça c'est important, de deux, de comprendre Handicap, parce qu'une fois qu'on connaît, c'est bien, mais maintenant il faut comprendre ce que c'est, le concept, comment est-ce que ça marche, etc., etc., et ensuite d'acheter. Et donc tout ça, c'est un peu notre cycle de vente à nous. J'en parlais l'autre fois avec les gars de Spendesk, globalement, nous, on n'a pas de cycle de vente aujourd'hui. Il n'y a pas, on fait de la lead gen, puis il y a un rendez-vous, puis une démo, puis un closing, etc., etc. Ça, faut oublier. Ça, c'est clairement pas ce qu'on fait en B2C. Et du coup, ça change complètement du B2B. Et du coup, pareil, il n'y a pas de silo dans la partie business en B2C parce qu'il n'y a pas de SDR, il n'y a pas de BDR, il n'y a pas d'AE, etc. C'est vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur est géré par une seule et même personne. Et donc, ça, on a un peu notre petit cycle de vente à nous qui permet du coup de mettre des actions en place à chaque étape de cycle de vente-là. Je te donne un exemple. Pour faire connaître Handicap, on fait beaucoup d'événements physiques. On rencontre les étudiants, on fait des événements un peu festifs, etc., pour essayer de faire connaître la marque, d'abord. Ensuite, pour faire comprendre, on va aller faire des stands, on va embaucher des gens, des ambassadeurs qui sont dans les écoles, qui vont faire des stands pour parler Handicap, qui vont faire des interventions en classe, etc., etc. Et après, pour faire acheter, là, on a une logique de CRM, une logique de Facebook Ads, avec des codes promo, etc. Et donc, en fait, on a réussi à un peu à encercler le cycle de vente et de le confiner un peu dans le campus. Et du coup, ça fait une boucle. Et dans cette boucle-là, nous, on essaie de l'alimenter au fur et à mesure. Et c'est assez intéressant parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les campus étudiants, c'est un peu un vase clos. Et en fait, bon, tout se sait, et dès qu'il y a une marque qui est présente sur un campus, tout le monde le sait. Et du coup, on a réussi, en tout cas après 1 an et demi de travail, à devenir une marque cool et une marque jeune. Et c'était pas gagné du fait qu'on soit une auto-école. Et l'auto-école, c'est un peu comme les banques. Si tu veux, il n'y a pas grand monde qui aime bien son auto-école ou pas grand monde qui aime bien sa banque. Et on a réussi à en faire une marque jeune et cool. Et c'était un pari parce qu'il fallait être jeune et cool, mais il fallait rester sérieux parce que les gens achètent en Handicap parce que c'est sérieux, parce que c'est une auto-école, une vraie, et que c'est pas un truc dans le vent, quoi. Donc c'était assez intéressant sur ce point-là. Et sur la partie données, est-ce que tu peux nous donner un peu de données pour qu'on comprenne bien le business? Aujourd'hui, votre offre code de la route, c'est un panier moyen de combien à peu près? 29,90, ça c'est l'offre code de la route pure. Ouais, j'ai pas parlé du prix sur la partie conduite. On a une offre qui est code plus 20 heures de conduite qui vaut 749 €. Donc qui est globalement 2 fois moins cher qu'en auto-école traditionnelle. Et puis ensuite, on a la chance avec Handicap d'avoir une offre plus flexible. Donc les gens peuvent prendre 1 heure, 5 heures, 10 heures, en fonction de l'avancée dans leur parcours, en fonction de leur situation, etc., etc. Ce qui permet aussi d'avoir des ventes un peu complémentaires. En fait, globalement, les gens, c'est assez rare qu'ils achètent code plus 20 heures d'un coup. Ils font d'abord le code, souvent. Après, ils prennent une première heure de conduite pour tester un peu la plateforme, pour tester un petit peu aussi l'enseignant, etc. Et une fois qu'ils ont fait cette heure-là, derrière, on a 90% de taux de conversion parce que les gens, ils se disent, OK, j'ai eu mon code avec Handicap, j'ai fait la première heure, c'est bon, c'est validé, je peux acheter mes 20 heures. Ouais. Et les heures de conduite, ça c'est juste pour ma culture personnelle, Oui. c'est quoi? C'est des auto-écoles partenaires? Non, alors en fait, nous, on travaille avec des enseignants qui ont un diplôme qui s'appelle BV Caser, qui sont indépendants, qui ont leur propre statut juridique, qui ont leur propre voiture double commande. Et en fait, alors ça existait avant Handicap, le statut d'indépendant, sauf que du coup, c'était beaucoup de choses sur le bon coin, un peu sous le manteau. Et en fait, on a essayé de professionnaliser complètement le système. Et donc, c'est des gens qui travaillent avec nous, mais qui travaillent avec d'autres, qui ont d'autres activités à côté et qui mettent leurs compétences, parce que c'est une vraie compétence. Pendant très longtemps, en fait, le métier d'enseignant de conduite, ça a été dévalorisé assez fortement. En fait, on ne les considérait pas comme des enseignants, si tu veux. Tu vois, il y avait les profs de maths, et à côté, il y avait les profs de conduite. Enfin, tu vois, il y avait un truc, les gens estimaient que c'était pas des profs. Alors qu'en fait, c'est des gens qui enseignent, et donc c'est des enseignants. Voilà. Et donc ces gens-là, ils gagnent 2 fois plus avec Handicap qu'en auto-école, à l'époque, quand ils étaient salariés.
et donc ils travaillent quand ils veulent, où ils veulent, et donc on rend le modèle d'autres entrepreneurs qui pour le coup a une vision, une image un petit peu pas très protectrice, etc., qui pour le coup là l'est, puisque du coup on offre aussi cette flexibilité pour nos enseignants, quoi. Ok, écoute, je connaissais pas ce modèle, c'est très, très, ouais, très, très Ouais, bien ce ouais, modèle. ouais, c'est très bien. Ça n'a pas dû être, ça a pas dû être facile au début de faire la marketplace à la fois pour trouver du coup, les clients et puis à la fois pour trouver les enseignants Non, de l'autre côté. Ouais, ouais, enfin, c'était plus dur de trouver les enseignants que les clients. En fait, les clients, ouais, c'était j'imagine. pas si compliqué que ça. Une fois que tu dis permis de conduire moins cher, plus facile, Oui, voilà, tout de suite t'es très légitime. flexible. Voilà, t'es tout de suite très Ouais, légitime. Côté enseignant, effectivement, il y avait un frein assez fort. Quand tu vas ok. voir un enseignant et que tu lui dis, écoute, moi j'ai un permis de conduire à 2 fois moins cher, mais je peux te payer, je t'envoie des candidats sur une plateforme, etc. Sur un marché qui était pas du tout digitalisé à l'époque. Oui, forcément, il y a eu Ouais. des freins. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais à l'époque, bien évidemment, il y a eu des freins. Ouais. Et les auto-écoles n'étaient pas très contentes. Ok. Bon, du coup, pour synthétiser, on comprend bien qu'effectivement, sur un panier moyen, par exemple, sur le code de la route, 29 euros, tu vas pas mettre un BizDev sur chaque client qui veulent prendre un Ouais, code de la route. Donc, en fait, tu nous as expliqué, hein, tu fais une sorte d'organisation B2B2C oui, pour aller voir des campus. c'est ça. Donc, en fait, pour bien comprendre, tes BizDev, ils se rapprochent des associations étudiantes et en fait, Complètement. le travail de tes BizDev, c'est de faire des rendez-vous avec des assos étudiantes qui vont, eux, être des ambassadeurs. Exactement. En fait, c'est d'aller trouver les relais locaux sur les campus étudiants. Ça peut être une asso, Ouais, ça peut être, si le campus est petit, il n'y a pas forcément d'association étudiante, donc ils vont aller travailler en direct avec les administrations des écoles, trouver des étudiants eux-mêmes qui vont, eux, devenir ambassadeurs et continuer à créer de la notoriété pour Nicar sur le campus. Donc en fait, en fait, c'est une vraie gestion un peu par zone de chalandise, si on peut appeler ça comme ça, en ouais, disant, bah, je gère ce campus-là et c'est à moi, en tant que BizDev, de trouver mes relais, mes canaux qui vont me permettre de vendre un maximum en Nicar via les canaux qu'on connaît et de faire connaître un Nicar un maximum. Aujourd'hui, à l'époque, quand on allait sur un campus, c'était pour faire connaître. Maintenant, on est connu, il n'y a plus besoin de se faire connaître. Maintenant, on arrive et notre objectif, c'est de vendre tout de suite. Et donc, on a des systèmes et des canaux qui nous permettent de vendre tout de suite. En fait, nous, aujourd'hui, on juge un campus en fonction de ce qu'il nous rapporte en termes de vente. Et donc, on onboard des campus s'ils nous rapportent de l'argent et on se sépare de certains campus quand ils ne rapportent plus d'argent. Voilà, c'est extrêmement d'accord. facile, entre Mais guillemets. est-ce qu'il n'y a pas un côté, donc tu as peut-être dans l'asso étudiante un ambassadeur, Oui, mais par définition, il va pas rester étudiant non, longtemps, il va partir après. Donc tu dois refaire un travail ensuite comment dire, d'évangélisation sur de nouveaux complètement. responsables Ouais, complètement. d'assaut. Et c'est là où est votre, comment dire, votre enjeu commercial finalement. Ouais, complètement, il y a cet enjeu-là. Et puis, alors souvent c'est facilité parce que quand on travaille avec une asso étudiante sur une année et qu'on travaille bien, ce qui est souvent le cas, Ouais, ils nous recommandent à l'asso qui prendra le, le relais. le Ouais. relais sur le septembre d'après. Donc ça se passe plutôt bien là-dessus. Euh, mais Ok. en fait assez facilement, on a tout de suite une notoriété. En fait, il y a très peu de marques en France qui sont connues des étudiants pour être des partenaires, pour être acteurs du monde étudiant. Globalement, il y a Ouais. Lydia, il y a Red Bull, et aujourd'hui, il y a Arnica. Voilà. Ouais, Globalement, j'allais te dire, moi je pense à Red Bull, effectivement, exactement. la seule entreprise que j'ai vue dans mon école quand j'étais étudiant, je pense que c'est Red Bull, Ouais, effectivement. exactement. Bah, ils sont toujours là, ils sont toujours très présents. Ouais, Aujourd'hui, il y a Lydia, qui est un très gros acteur aussi sur les solutions de paiement et ouais, qui est très présent sur les campus. Et aujourd'hui, il y a Arnica. Et donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui qui mettent autant d'énergie, autant d'impact sur ce milieu-là, parce qu'en même temps, tout le monde n'a pas besoin d'aller dans les campus étudiants, ça se saurait. Mais nous, on a fait ce choix-là parce qu'on était assez certain que d'une, c'était notre cible, de deux, qu'il fallait absolument qu'on ait une image qui soit en corrélation avec le monde étudiant, parce que sinon, si on avait une image je sais pas, très sérieux, très corpo, etc., on n'aurait pas plu à ces jeunes-là. Et il fallait absolument qu'on devienne un petit peu cool, et on l'a fait assez rapidement. Euh, ouais, et donc ça, c'est très intéressant. Et en fait, tu parlais tout à l'heure de cycle de vente. En fait, nous, on n'a pas de cycle de vente avec nos assos, parce qu'en fait, globalement, tu travailles avec des étudiants. Et quand tu travailles avec des étudiants, il y a un truc assez fascinant, c'est que c'est pas des gens dont c'est le métier de faire ça. Et donc, pour avoir un contrat, il faut relancer 15 fois.
tu peux avoir un appel le dimanche matin, tu peux avoir un texto, en fait, la relation commerciale, elle est complètement biaisée. C'est Ouais. extrêmement, en fait, c'est l'apprentissage le plus dur quand t'es bizdev ou quand t'es commercial, parce que c'est des gens qui, par défaut, c'est pas leur métier. Et donc, en fait, ils ont pas de compte à rendre, ils ont pas de deadline, ils ont pas de, voilà. Et donc, en fait, la relation qu'on a, elle est très, sens unique, parce que c'est à nous d'imposer des choses, c'est à nous de proposer des choses, à nous de cadrer les choses aussi. Et donc, c'est en ça que c'est très intéressant et c'est une très bonne école, je pense, pour n'importe quel bizdev, parce que tu comprends l'ensemble de la complexité d'une relation commerciale, parce que c'est toi qui la gères en entier, en fait. Et donc, t'as pas cette relation un peu avec quelqu'un qui, pour le coup, te renverrait quelque chose. Là, pour le coup, c'est que toi qui fais. Et ça, c'est intéressant. Ah ouais, c'est vrai que ça doit être particulier, Ouais, effectivement. complètement. Particulier, ouais. Tu t'adresses pas effectivement à quelqu'un qui est en poste, Non, qui gère des budgets et tout, c'est quelqu'un qui non, est exactement. bénévole dans une asso. Exactement, ouais. Ouais, Donc, c'est assez compliqué ouais, parfois. Ouais. ouais. Et du coup, si on dézoome un peu pour comprendre un peu votre stratégie, Ouais. donc en gros, vous avez fait un travail un peu sur vos personas, c'est-à-dire, OK, qui sont les gens qui achètent le code de la Mm. route? Bah, c'est des jeunes, forcément, donc Ouais. des étudiants. Et comment mettre en place une stratégie de commercial là-dessus? Ben, on va aller voir effectivement là où se trouvent les étudiants, donc Exactement. les écoles, et on passe par ces assos-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant à comprendre, c'est que Mm. finalement, si on veut mettre en place une stratégie commerciale dans du B2C, c'est peut-être de dézoomer un peu et Exactement. de réfléchir à ces personas et comment toucher au mieux ces personas. Donc plutôt que de mettre du budget, même si j'imagine vous le faites aussi, hein, Bien mais sûr. sur On de le la fait pub beaucoup, bien Facebook, sûr, ouais. ouais, vous complétez ça par une approche commerciale qui, pour le coup, à mon avis, beaucoup de concurrents d'entreprises ne vont pas la faire puisqu'ils ils se Exactement. disent on est en B2C, donc on va pas mettre des commerciaux sur le terrain, quoi. Exactement, ouais, ouais, et en plus, tu vois, enfin, on voit vraiment ça comme un complément, tu vois, quand tu dis, il y a des pubs Facebook, oui, il y a beaucoup de pubs Facebook, on fait des pubs à la télé, on fait des pubs sur Snapchat, sur Instagram, etc. Et en fait, on voit pas du Ouais, tout ça comme l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre, parce que quand on va sur un campus, les gens nous connaissent déjà parce qu'ils ont vu le pub Facebook ou parce qu'ils ont vu le pub à la télé. Et en fait, du coup, ça nous fait gagner un temps fou, parce qu'on a déjà cette légitimité-là, et quand on arrive sur place, il y a plus ce travail de création de notoriété, il y a tout de suite ce travail de conversion, d'explication, etc. Et donc, du coup, c'est pour ouais, ça que les deux sont super intéressants à fonctionner ensemble. Et puis, inversement aussi, quelqu'un qui connaît pas Ornicar sur un campus, on va lui présenter parce que nos actions fait qu'il découvre Ornicar, et puis il rentre chez lui, et puis il trouve une pub sur Facebook, et puis il voit une pub à la télé, et puis il reçoit un mail, et en fait, on est le premier maillon de la chaîne. Soit on est le premier maillon de la chaîne, soit on est souvent le dernier. Donc en fait, on essaie de soit débuter, soit closer entre guillemets le candidat. Ça, c'est super intéressant. C'est nous de nous articuler autour de ça pour essayer d'être les plus performants possible. ouais, ouais, c'est une vraie stratégie avec plusieurs canaux d'acquisition. Complètement, ouais. Et juste pour avoir un chiffre, combien de commerciaux s'occupent de cette stratégie campus étudiant? Il y a 3 personnes à temps plein qui s'occupent de Ok. tout ça. Globalement, aujourd'hui, on travaille sur un peu plus de 200 campus étudiants en Ah ouais, ouais, France. c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. On a une cinquantaine d'ambassadeurs, donc qui sont des étudiants qui travaillent avec Ornicar en parallèle de leurs études, qui ont des missions de vente, des missions d'événementiel, etc., etc. Et notre objectif là, c'est à la rentrée de passer sur un peu plus de 1500 campus. Globalement, en fait, c'est aussi en ça que le B2C est intéressant, parce qu'on va se dire, ok, mais ça, ce que tu fais sur 200 campus, c'est pas scalable. Si demain tu veux le faire sur 3000 campus, c'est pas possible, etc., etc. Et la question, elle est pertinente. En fait, on s'est rapidement, moi dès le départ, quand on a réfléchi à cette stratégie-là, j'ai conçu la stratégie en imaginant qu'on aurait 3000 campus. Et donc, en fait, dès le départ, il faut essayer de se dire, ok, mais là, j'ai un campus, je peux le gérer. Comment est-ce que je fais demain si j'en ai 3000? Et en fait, dès le départ, il faut qu'on pense à ça parce que sinon, on perd du temps et on crée des choses et on fait des choses qui, pour le coup, seront obsolètes. Et donc, dès le départ, on a créé des offres qui sont déployables très facilement. On a créé des automatisations qui fait qu'on peut chasser en masse. On a créé des codes promo qui sont génériques. Alors, en fait, on a essayé de créer notre système commercial pour qu'il soit duplicable très rapidement et pas qu'on se sente emprisonné dans ok, bah maintenant on gère 200 campus, on est au maximum de notre capacité et du coup on est obligé de recruter d'autres gens pour gérer d'autres campus alors que nous ce qu'on veut c'est générer plus de ventes avec un temps passé qui soit peut-être un petit peu moindre, le temps effort versus impact. Et là aujourd'hui il y a 3 personnes qui gèrent 200 campus,
demain on sera capable de gérer 1500 campus avec 3 personnes toujours, parce qu'on est capable d'adapter le système et d'adapter tout ça. Ouais, très bien, très bon retour d'expérience. Tout à l'heure, tu as parlé donc des leviers que vous avez. Oui. Tu m'as parlé des calls Oui. avec 6 personnes qui s'occupent de ça. Du coup, ça, c'est quoi exactement Alors, en comme fait, levier? À moins que tu veux rajouter quelque chose sur les campus. non, je crois que j'ai été assez exhaustif. Ouais. Je te parlais des 3 leviers qu'on a aujourd'hui. Donc, on a ce levier campus-là. On a un levier effectivement call, qui là pour le coup est plus connu entre guillemets et plus classique. En fait, on se rend compte assez rapidement que dans le customer journey d'Ornicar, qui dure longtemps, parce qu'un candidat quand il arrive chez nous, il arrive au code, et quand il ressort avec son permis, il peut se passer 8 mois. Voilà. Donc Ouais. globalement, on a largement le temps de lui parler, et lui, il a largement le temps de nous entendre. Et donc en fait, on s'est rendu compte que la conversion entre le code de la route, qui est un produit pas cher, un produit d'appel qui est pas engageant, etc. Donc beaucoup de gens arrivent par le code, et on a eu un problème, et on a toujours ce problème-là, c'est pour ça qu'on y travaille, de conversion vers la conduite. Et donc en fait, les gens s'arrêtent au niveau du code et se disent, eh ben je vais aller dans une autre auto-école ou je vais passer à la conduite dans plus tard, etc., etc. Et donc on a un gros manque à gagner sur cette partie-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au code qui convertissent pas à la conduite. Voilà. D'accord. Et donc il y a plein de raisons à ça, notamment le fait que les gens comprennent pas forcément comment est-ce que ça marche, les gens comprennent pas forcément les heures de conduite avec Ornicar, ok, mais c'est où, il n'y a pas d'auto-école, c'est un enseignement indépendant, voilà, bon, bah, plein de choses nouvelles, Ouais, bien sûr. voilà. Et donc on a mis beaucoup d'actions en place, on a des gros programmes CRM, des grandes campagnes d'acquise, et en fait on s'est rendu compte, et on avait envie de tester le fait que, est-ce que c'est pas finalement ce retour au lien humain qui permettrait aux gens de convertir? Parce qu'en fait, dans une auto-école traditionnelle, il y a Cathy à l'accueil qui va te donner toutes les infos. Et Cathy, tu peux lui parler, tu peux emmener tes parents voir Cathy, tu peux ouvrir la porte de l'auto-école. En fait, il y a ce lien humain tout de suite qui fait que les gens convertissent un peu naturellement, tu vois. Et nous, on l'a pas ce lien-là, et on l'aura certainement jamais. On n'aura jamais d'auto-école en physique, on n'aura jamais Cathy à l'accueil. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est d'un peu de reproduire ça en disant, on a des conseillers en ICAR qui, après ton examen du code, t'appellent et te disent, ok, t'as passé le code avec Ornicar, comment ça a été, est-ce que c'était dur, est-ce que t'as pensé à la conduite, et de lui dérouler nos offres, de lui dérouler un peu comment ça se passe avec Ornicar, de lui dérouler comment est-ce qu'il va obtenir son permis, qui sont nos enseignants, enfin bref, tout un discours commercial que on n'avait pas jusqu'alors, enfin en tout cas autant détaillé on l'avait pas, c'est-à-dire que les gens devaient aller chercher les infos un peu à droite à gauche, et là en 5 minutes en call, on arrive à condenser l'information et on arrive à, alors pas convertir parce que les gens n'achètent pas 750 € au téléphone, ça se saurait sinon. Mais par contre, on arrive à les ancrer, les projeter dans la conduite avec nous. Et donc ça, on le fait depuis quelques mois et on a des résultats qui sont assez probants parce que en fait, on se rend compte que effectivement, c'était le seul truc qui manquait entre guillemets. Et les gens avaient besoin d'être rassurés, les gens avaient besoin d'avoir plus d'explications. Et donc ça, on le fait. Et pour l'instant, c'est une équipe de 2 personnes qui s'en occupent. Et donc le but, c'est qu'on identifie à des moments très précis dans le customer journey des moments où il y a possibilité pour nous d'avoir une intervention et qui soit intéressante en termes business. On va pas appeler les gens 15 fois dans leur customer journey, ça sert à rien. Par contre, les appeler après leur examen du code, ça a du sens parce qu'ils sont pas encore dans la conduite et qu'ils peuvent se projeter. Les appeler une fois que leur première heure est terminée pour leur demander comment ça a été et pour leur demander comment est-ce qu'ils voient la suite, ça a du sens aussi. Donc voilà, c'est tout plein de petits touchpoints en plus qui, globalement mis dans le mix marketing, ont de l'importance parce que du coup, ils rassurent aussi le candidat. Ouais, et puis c'est là que tu vois que la vente, ça reste, c'est encore et toujours de l'humain, Complètement. et que le téléphone, c'est un très bon canal d'acquisition ou de conversion, en tout cas dans vos process. Et du coup, tu as 6 personnes qui s'occupent que de ça. Non, on a 6 personnes en tout dans l'équipe BizDev et il y a 2 personnes qui Ah oui, s'occupent de la partie call. ouais, Et on recrutera, je pense, à partir de la rentrée sur ce sujet-là parce que ça prend de l'ampleur et que c'est un sujet. En fait, ouais, j'imagine. plus on a de candidats, plus on aura besoin de gens pour appeler, globalement. Et donc, le but, c'est qu'on ait plus de candidats. Mais c'était intéressant ce que tu disais sur la partie humaine. En fait, nous, on a un produit hybride, un produit full online et un produit qui se consomme, un service qui se consomme en physique, entre guillemets. Ouais, Et donc, du coup, il faut pas du tout dissocier, je pense, le full online, en tout cas l'acquisition online qu'on fait et qu'on fait très bien et qu'on fait en masse, avec des leviers comme les nôtres qui sont un peu plus terrain, entre guillemets, plus humains. Je pense que c'est clairement, les deux vont ensemble et l'un sans l'autre ne marche pas. Et je pense vraiment que les boîtes B2C aujourd'hui qui ont des modèles un peu hybrides comme les nôtres, ou même du full online, pour des produits un peu chers,
je me dis, ça vaut vraiment le coup de mêler les deux parce que je pense sincèrement que les deux sont un peu la combinaison parfaite pour essayer de vendre à tout le monde. En fait, je dis pas que personne va acheter si vous faites que du full online ou que du sales pur, mais en tout cas, nous aujourd'hui, on arrive à convertir tout le monde avec ces deux leviers-là. Parce qu'il y a des gens qui achèteraient jamais sans être appelés, et puis il y a des gens qui achèteraient très bien sans être appelés. Mais du coup, on perdrait une partie des gens, et c'est ça qu'on veut pas faire. Ouais, mais c'est marrant que tu te dises ça parce que tu vois, moi je suis dans le domaine de la formation et là je teste une formation à distance justement parce qu'on est dans la période du confinement et que c'est le moment pour faire de la formation à distance. Ouais. Et du coup là je teste une boîte, une startup aussi qui marche bien qui s'appelle Live Mentor. Et eux ont une approche hybride, comme tu dis, avec des cours en ligne classiques, en vidéo, etc., mais aussi un accompagnement par un mentor qui est quelqu'un que tu as en visio, qui te conseille, qui te guide. Et en fait, tu te rends compte que ça change tout parce Bien que sûr. c'est lui qui va te driver et te motiver à regarder les vidéos de formation. Alors que si tu étais... Enfin, moi, j'ai déjà fait des formations à distance où tu n'as que du contenu à regarder et c'est hyper dur, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est clair. Et tu vois, effectivement, je crois beaucoup sur des offres hybrides où tu mêles à la fois du full online et de l'humain. Et si tu arrives à faire les deux d'une bonne manière, je pense que tu as tout gagné et que tu es sur un modèle hyper dur à copier et qui plaît beaucoup. Et l'humain, ça peut prendre plein de formes. Hein. Nous, on fait du téléphone, on fait du campus, etc. Mais enfin, ça dépend vraiment du business. Donc, il y a des gens qui vont faire, si c'est une marque de fringues, des gens qui vont faire des pop-up stores. Si c'est, je sais pas, une marque je sais pas, de food tech, ils vont faire des dégustations. Enfin, en fait, il y a tout plein de moyens de rendre physique une marque online. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sous-exploité parce que les gens se disent, OK, j'ai du budget, mais je préfère le mettre sur des choses qui sont pilotables, scalables, et que je peux gérer. Et en fait, j'en parlais l'autre fois avec quelqu'un qui travaille chez Orange, et il me disait, en fait, nous, on préfère mettre de l'argent dans quelque chose qu'on peut mesurer et qui, du coup, à la fin du mois, il y aura un chiffre en face en disant, on a dépensé tant, ça nous a rapporté tant. C'est bien, c'est vrai. Et les leviers BizDev Sales rentrent dans cette veine-là. Alors, c'est pas aussi pilotable et aussi mesurable que ça, mais la preuve en est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne jurent que par ça, alors que globalement, il y a peut-être plein d'autres opportunités qu'on a ratées parce qu'on n'a pas eu cette stratégie un peu plus terrain, un peu plus, alors moins scalable, moins mesurable, mais qui pour le coup a un vrai sens dans des boîtes B2C et qui permettent justement de passer un peu à la vitesse d'après, en fait, et de se différencier aussi beaucoup. Et ouais, je pense qu'effectivement, beaucoup de boîtes pensent que le full digital, le full online, c'est vraiment la voie à suivre, mais quand tu arrives à proposer un côté humain, etc., assez prononcé, c'est des très bonnes stratégies. C'est clair. Sur la partie B2C, sur les bonnes pratiques, les grandes lignes, bon, on va arriver à presque 40 minutes de l'entretien. Est-ce que tu as des choses à ajouter peut-être pour conclure cette partie, ou tu penses qu'on a eu déjà un bon panorama, même si c'est compliqué d'être exhaustif en 40 minutes, hein, Ouais. Non, mais je on a pense que déjà... c'est complet. En fait, moi, objectivement, je pense que du coup, les gens qui composent ces équipes-là, en business développement en B2C, c'est du coup des gens qui sont peut-être pas forcément des sales purs et des business purs, quoi. C'est juste ça. Et oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé en off et tu voulais qu'on aborde un petit peu le sujet, mais tu m'avais parlé ce que tu appelles toi les business développeurs full stack. Ouais. Ouais, ça, je pense que je l'ai inventé, mais mais en fait, parce que mes collègues développeurs chez Arnica, hein, ils sont full stack, ils font du back, du front, etc. Et donc, ça veut dire, en fait, de savoir tout faire. Et je trouvais que l'analogie était un peu, un peu transposable à la partie business développement, en tout cas chez Arnica, parce que les équipes qu'on a savent faire, bien sûr, de la vente, bien sûr, du sales pur, mais en fait, ils savent faire tout plein d'autres choses, et c'est pour le tout plein d'autres choses que je les ai recrutés, et c'est pour le tout plein d'autres choses qui sont chez Arnica. Et en fait, le tout plein d'autres choses, ça comprend plein de trucs. Là, il y a une question aussi en fait, c'est des gens qui sont très bons en marketing, parce que quand on bosse sur un campus, il faut comprendre qui on a en face, il faut comprendre où est-ce qu'il est, il faut comprendre le message qu'il faut lui adresser, etc., etc. Donc, c'est des gens qui sont bons en marketing. C'est des gens qui sont très bons en grosse. Donc, c'est des gens qui vont essayer de trouver des canaux d'acquisition très rapidement, d'essayer d'itérer très vite, un peu une gestion de projet assez agile, et qui vont du coup essayer d'automatiser aussi un maximum de choses. Aujourd'hui, nous, on se rapproche assez facilement d'une équipe growth dans
en tout cas le mindset, c'est-à-dire qu'on crée des projets très vite, on essaie de tester, et ensuite si ça marche, on duplique et on va très vite. Si ça marche pas, on arrête, etc. Et donc ça, c'est une compétence qu'on a chez Arnica, mais qui en fait, juste on est un peu le croisement de plein d'équipes, et on en a fait une équipe BizDev B2C. Mais du coup, dans cette composante B2C, il y a tout plein de choses, tout plein de compétences en plus. Et donc ça, et puis après, on fait plein de choses, on fait beaucoup de no-code, on fait des landings beaucoup, on automatise beaucoup de choses. Et donc ça, pareil, je pense qu'il y a peu, voire pas de sales aujourd'hui qui sont formés sur ces sujets-là. Alors, parce qu'en B2B, on en a pas forcément besoin, alors que en B2C, on est obligé de les avoir. En fait, c'est même pas, j'ai pas recruté ces gens-là parce que ça me faisait kiffer. J'ai vraiment recruté ces gens-là parce que j'en avais besoin, et parce que sur des projets comme les nôtres, sur des leviers comme les nôtres, si on a des gens qui savent que vendre, ça marchera jamais. Voilà. Et donc, Ouais. c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as une école de pensée. D'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus, hein, sur la spécialisation des commerciaux. Ouais. C'est effectivement beaucoup dans le B2B où tu as les SDR, on en a parlé déjà pas mal, et tous les spécialités de commerciaux. Mais toi, tu dis finalement, dans vos métiers qui sont du B2C, c'est important d'avoir des profils plutôt polyvalents, Ouais. qui vont faire à la fois du marketing, du growth, de l'acquisition, de la vente et de la conversion. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu ça, effectivement, les business développeurs full stack, que tu peux retrouver aussi souvent au début des aventures des startups, hein, c'est-à-dire tu as un commercial qui fait tout, quoi. Ouais, complètement. Moi, je suis un peu en plein dedans, là. Ouais, c'est sûr, mais Et, parce que t'as pas le choix. Parce que t'as pas le choix, et nous, on s'est retrouvés dans ce cas-là parce qu'on n'avait pas le choix aussi. En fait, on n'avait pas envie de demander au design de faire un visuel, on n'avait pas envie de demander à l'équipe produit de faire une automatisation, on n'avait pas envie. En fait, on avait envie et on avait besoin, parce que la bande passante de chaque service est très tendue, et donc ils n'ont pas forcément le temps d'allouer du temps à ce qu'on voulait faire. Et on était obligé du coup de monter en compétences. Et du coup, très rapidement, on s'est dit en fait, il faut qu'on recrute des gens qui savent déjà faire plein d'autres choses pour qu'on puisse aller plus vite. Et donc dès le départ, c'était une volonté de notre part de se dire, il faut qu'on se construise une équipe qui soit multidisciplinaire pour être le plus indépendant possible. Voilà. Ouais. Et là, du coup, pour tes futurs recrutements, tu vas rester sur ce côté multidisciplinaire, ou tu vas vouloir spécialiser un peu parce que vous allez grandir, scaler, ou toi, c'est vraiment dans ta stratégie d'avoir encore une fois des profils full stack, donc? Ça dépend complètement des leviers qu'on aura. Là aujourd'hui, on a 3 leviers, un levier campus, un levier partenariat B2B, et un levier call. Par exemple, un exemple très simple sur le levier call, j'ai pas forcément besoin de gens qui savent faire 15 000 autres trucs, parce que globalement le métier est plus évident. Le métier il y a une trame, il y a des choses à suivre, etc. Donc le métier est plus évident, même si je vais regarder aussi plein d'autres choses autres. Mais sur les leviers campus et partenariat B2B, c'est obligatoire de savoir faire autre chose. Si quelqu'un ne sait que vendre ou n'est qu'un très bon sales, ça suffira pas. Voilà. Et donc les leviers qu'on aura plus tard, parce qu'il y en aura d'autres, ça dépendra vraiment de ça. Ça dépendra vraiment de c'est quoi le métier qu'il faut pour runner et exécuter ce levier-là. Et s'il y a besoin d'avoir des gens polyvalents, ou on recrute des gens polyvalents, c'est pas moi qui décide dans ma doctrine que je veux des gens polyvalents. C'est vraiment, est-ce que le business d'Arnica justifie le fait qu'on recrute des gens polyvalents ou pas. Voilà. On adapte complètement les recrutements à ce qu'on fait, et si ce qu'on fait nécessite de la polyvalence, on recrutera des gens polyvalents. Voilà. Donc j'ai pas de doctrine par rapport à ça, mais moi si ça n'est qu'à moi, on aurait que des gens polyvalents, parce que ça apporte une valeur qui est inestimable pour une boîte, et qui va au-delà même du recrutement qu'on avait imaginé faire, parce que on recrute quelqu'un pour ce qu'il est à date, et en fait on se rend compte qu'un an plus tard, c'est un Pokémon, quoi. Il a évolué. Donc et rien que pour ça, ça nous a créé de la valeur, parce qu'il a créé des projets, il a lancé des initiatives, etc., etc. Et ce qu'on n'avait même pas forcément imaginé à la base. Et donc ça, c'est ça qui est super intéressant, c'est de recruter quelqu'un pour ce qu'il va faire, pas pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il sur le papier peut faire, c'est pour ce qu'il va faire et ce qu'il pourrait faire dans la boîte. Ça, c'est super intéressant. Ok, bah écoute, merci pour nous avoir parlé un peu de ces profils full stack. J'aime bien, On voit de j'aime bien plus en aussi plus, hein. l'idée. On voit de plus en plus. Pour être très honnête, on voit de plus en plus. Donc Ouais. ça me vient. C'est bien. Bah, bah, c'est vrai que dans les épisodes que j'ai fait, effectivement, on parle de spécialisation, mais finalement, tu te rends compte que un bon commercial doit savoir écrire, maîtriser des outils digitaux, Bien sûr. marketing, et parler, etc., etc. Donc,
finalement, aujourd'hui, la polyvalence, elle a une qualité qui va être reconnue dans les Ouais, entreprises. complètement. Même si tu peux être spécialisé sur une verticale Bien ou sûr. sur une tâche, de toute façon, tu vas évoluer. Tu vas pas rester toute ta vie, par exemple, sur de la prospection. Tu vas évoluer sur du management, sur d'autres choses. Complètement. Donc, effectivement, c'est une qualité qu'on peut chercher en entretien de Mm, recrutement. mm, mm. Je te confirme. Bah, écoute, merci pour ça. Si tu veux bien, on va passer aux dernières questions Bien sûr. pour finir l'épisode. Donc, c'est des questions que je pose à tous les invités, hein. Première question, est-ce que toi, tu as des contenus à partager aux auditeurs, livres, vidéos, podcasts, sur la vente, c'est possible, mais ça peut être sur autre chose. Ouais, moi il y a le site saleshacker.com Ouais, qui est un peu pas une mec. Alors c'est très américain, donc c'est très show-off, très je vends 15 000 euros en 3 jours avec un téléphone. Donc c'est très exagéré parce que c'est des Américains. Mais du coup, dans cette exagération-là, il y a quand même des choses à prendre qui sont très très intéressantes. Il y a beaucoup de webinars qui se font avec des sales aux US. Alors c'est très B2B. Ça peut paraître paradoxal que je suis ce genre de truc-là, mais en fait c'est très B2B. Mais je me sers beaucoup de ce qui se dit et ce qui se passe en B2B parce que c'est complètement transposable et adaptable à notre business à nous. Donc ça c'est un super vivier de contenu qui est assez cool. Moi, les vidéos coup d'état de The Family, même si on oui. n'est pas entrepreneur, même si plein de choses, c'est une mine d'or monstrueuse de contenu pour n'importe qui veut bosser dans les startups, bosser dans l'entrepreneuriat, etc. Et c'est gratuit, et c'est juste incroyable qu'on ait ça, et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est juste du contenu qu'on aurait dans n'importe quelle école de commerce fois 1000 et qu'on a gratuitement sur Internet. Voilà, donc c'est juste ouf que ça existe. Ouais, coup d'état, c'est pas mal. Ouais. Le livre que je recommande à tout le monde, et même en entretien j'en parle, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Pour moi, Oui. c'est juste, en fait, c'est un peu pareil que Sales Hacker, c'est un peu une bible. Je le relis souvent, je l'ai relu il y a pas longtemps aussi, parce que c'est pour moi ce qui se rapproche le plus du métier qu'on fait et comment est-ce qu'on peut le faire. Et c'est aussi un discours pour la vie perso, en fait. Et ça a changé des vies, vraiment. Et je pense que ça en change encore aujourd'hui. Et ça permet d'ouvrir les yeux sur plein de trucs. Et donc rien que pour ça, c'est intéressant. Et ça sort aussi un peu je sais pas, du livre très très orienté vente où ça parle que de vendre, vendre, vendre. Voilà, ça ouvre un tout petit peu l'esprit là-dessus, quoi. Ouais. Voilà. Et puis j'avais, C'est un petit dis-moi. ouais, c'est un petit bouquin effectivement, très facile à lire, Oui aussi, ouais. pas cher, Ouais. effectivement qui date, mais qui est toujours Ouais, d'utilité. des années 20, ça date des années 20 en fait, et ils Ouais, font des rééditions un peu tous les, je sais pas, 5 ans ou 10 ans, j'en sais rien. Alors les exemples qu'il a dans le livre, du coup, datent des années 20, donc c'est pas forcément ouais, les plus actuels, mais en fait, on se rend compte que même dans les années 20, il y avait les mêmes, enfin, ils retrouvent des problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, années 20 c'est ou années ça. 2020, ça change pas grand-chose. Et là, récemment, parce que on en a parlé de cette question-là, j'ai re-regardé l'interview de DJ Snake dans Click. Ouais, Et en fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, sur la volonté de faire, sur d'où est-ce qu'on vient et comment est-ce qu'on va là où on a envie d'aller. Et je trouve que cette interview-là, elle donne la pêche. Quand on la regarde, on a envie de faire après. Et je trouve que c'est un bel exemple pour plein de gens, DJ Snake, parce que c'est quelqu'un effectivement qui a galéré pendant des années et qui c'est pas un coup de chance, et avec le travail il a réussi à faire ce qu'il fait. Et je trouve que du coup c'est pour les entrepreneurs et pour les vendeurs, les bizdev, les sales, peu importe, je trouve qu'il y a aussi ce côté résilience qu'on a tous et qu'il faut avoir et qui fait partie de notre métier. Et je trouve qu'il l'exprime assez bien et il l'incarne assez bien, donc pour ça il faut aller re-regarder si c'est pas déjà fait. écoute, j'irai voir, écoute, c'est une référence, rigolote, Ouais, je l'avais pas du tout. Donc j'irai voir ça et effectivement, tu as raison, hein, la résilience de toute façon, je pense que c'est le mot clé, que tu sois commercial ou entrepreneur ouais, et surtout en ce moment. ouais, complètement, c'est clair. Ouais. OK, ben merci pour ces contenus. Est-ce que tu as aussi des outils à conseiller ou des routines que tu utilises qui te permettent d'être performant? Ouais, 3 outils. Polymail, qui est notre client mail dans l'équipe BizDev. C'est une interface pour OK. gérer son mail, qui est pour moi la plus puissante du marché. Tout est intégré dedans. Il n'y a pas besoin d'avoir d'extension, il n'y a pas besoin d'avoir de rajout. Tout est intégré dedans. Et c'est pour moi l'outil le plus puissant. Donc rien que pour ça, de bosser sur Polymail, c'est pas très cher non plus. Donc c'est très bien. Pocket, je pense comme beaucoup de gens, mais j'ai pas toujours le temps de lire Ouais, ce que je vois.
Et donc, du coup, j'essaie de pocketer, je sais même pas si ça se dit, mais de mettre dans ma Ouais, je pocket, pense que ça peut. de ma pocket tout ce que... Et du coup, c'est très, très puissant parce que du coup, je me réserve des moments pour lire ce que j'ai mis dans ma pocket. Et donc, du coup, c'est un outil qui est très, très puissant. Et après, il y a un autre outil qui est une extension Chrome qui s'appelle New Draft. Et en fait, c'est une extension qui te permet que quand tu ouvres un onglet Chrome, ça t'ouvre une page de notes vierge et tu prends des notes. Et en fait, moi, j'avais un problème, c'est que j'arrivais pas à garder un logiciel de notes plus de 3 jours parce que ça me saoulait. Evernote, j'ai essayé, Notion, j'ai essayé, enfin, j'ai tout essayé et j'avais jamais l'usage que je voulais en avoir. C'est-à-dire que au final, j'arrivais à mettre des notes dans mes mails ou sur mon téléphone, etc. Et en fait, ce truc-là te permet de tout de suite ouvrir une note et de mettre tes notes un peu comme ça en pagaille. Et du coup, ça permet de mettre des choses quelque part. Voilà. Et ça, du coup, c'est très accessible puisque c'est dans tes onglets Chrome. Et du coup, c'est super bien. Voilà. Donc, si jamais les gens veulent, Ok. ont le même problème que moi avec les autres notes, ils peuvent essayer ça. Ouais. Bah écoute, je vais essayer ça parce qu'effectivement, moi, je mets des notes un peu partout Ouais, et c'est quand je veux les retrouver, c'est pas toujours facile. Ouais. ouais, je comprends. Et puis en routine, Mais on parlait des routines, gestion de l'agenda beaucoup. De plus en plus, je sais que le lundi matin, je me réserve une heure pour gérer mon agenda et dire ok bon bah j'ai ce moment-là pour faire telle chose, j'ai ce moment-là pour faire des rendez-vous, j'ai ce moment-là pour faire des points, etc. Et ça, je pense que c'est une routine qu'il faut avoir parce que plus, alors moi il se trouve que je manage une équipe aussi, donc forcément bah j'ai besoin de passer du temps avec les autres et de passer du temps pour moi. Et du coup, il faut savoir gérer ça et se poser pour le faire. Je trouve que c'est une bonne routine. Voilà. ouais, la gestion d'agenda et du temps, effectivement, c'est un sujet. Enfin, en tout cas, moi, plus j'avance dans ma carrière, plus Ouais, mais c'est un j'essaye vrai sujet. Ouais. ouais, de me discipliner, de me former, parce que tu vois que bah, un peu ton temps est précieux et que plus tu as de tâches et plus c'est compliqué Complètement. à gérer, quoi. Ouais, complètement. Ok, très bien. Bah, écoute, on va passer aux deux dernières questions. Donc, pour conclure cet épisode, est-ce que tu as une vente qui t'a marqué dans ta carrière et est-ce que tu peux, si oui, est-ce que tu peux nous la raconter en quelques minutes? Ouais, il y a une vente que j'ai faite et une vente qu'on m'a fait qui m'ont marqué. Je vais commencer par Ouais. la vente que j'ai faite à l'époque d'Alchimie. On cherchait des locaux et en fait, on a reçu un mail, je pense 2, 3 mois après avoir lancé la boîte, de la Fédération française de cordonnerie. Et Ok. donc, quand je vois le mail, je me dis c'est le procès, c'est sûr, c'est certain. On a crié partout qu'on était de nouvelles cordonneries, qu'on allait dépoussiérer le milieu, etc. Je dis c'est sûr que c'est un procès. Donc j'ouvre le mail et je vois est-ce qu'on peut se rencontrer pour parler de votre projet, etc. Donc, je dis à mes associés c'est sûr que c'est le procès, je vous le dis, c'est certain. On les rencontre, donc on les rencontre dans des locaux dans le 10e. On fait le rendez-vous et puis en fait on explique le projet, on leur parle, etc. Et je me dis quand est-ce qu'ils vont parler de qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la plainte qu'ils vont déposer. Et en fait pas du tout. En fait on parle et puis ils disent bah nous on aime bien votre projet et on aimerait que vous formiez les cordonniers aux pratiques de vos alchimistes, donc de réparer des sneakers, etc., etc. Et donc là Ah, génial. voilà et donc là je me dis ok bah en fait incroyable, incroyable le destin parce que au début on m'a même déconseillé d'aller au rendez-vous parce qu'on m'a dit si tu vas, ils vont avoir un visage, etc., etc. Et donc on y allait et il se trouve que en fait on a dealé avec la Fédération des cordonneries et donc on a formé une cinquantaine de cordonniers pendant plus d'un mois sur les sujets-là. Et ça s'est pas arrêté là puisqu'on est dans des locaux et donc je t'ai dit avant qu'on en cherchait et donc en fait on parle et puis je dis on cherche des locaux. Et puis je vois le regard de la personne en face de moi voilà, qui réfléchit entre guillemets, et je dis ici ça serait parfait. Et elle me dit bah ouais très bien, il y a personne. Voilà. Et donc en fait on a bossé pendant un peu plus de 8 mois dans les locaux de la Fédération française de cordonnerie. À la base, qui pour le coup, moi je pensais qu'ils allaient nous mettre un procès, et au final on a bossé avec eux et on a pris leurs locaux. Voilà. Et je trouve ça assez incroyable dans l'imaginaire de se dire qu'en fait, Pas mal. ouais, parce que j'aurais jamais imaginé moi aller voir la Fédération française de cordonnerie en leur disant je cherche des locaux et je veux former vos cordonniers. Et en fait, l'opportunité a fait que, et en y allant, et j'ai trouvé que c'était un beau coup du sort parce que ça prouvait que l'opportunité elle pouvait être partout en fait. Et ça c'était assez incroyable. Donc voilà, c'était la petite anecdote un peu marrante. Ouais, bah, très Euh, sympa. et là, il y a une vente qu'on m'a faite et que j'ai trouvé assez incroyable et je voulais en parler. J'ai été papa il y a pas longtemps et, et en fait, j'allais chez Aubert, je pense comme tout parent qui se respecte. Et chez Aubert, je vais être très précis, le Aubert de Chambourcy dans les Yvelines. Voilà, comme ça, s'il écoute le podcast, il se reconnaîtra.
il y a un vendeur, Ouais. en tout cas je pense que c'est le gérant du magasin, qui est d'une persuasion et d'une efficacité en vente qui est monstrueuse. Il connaît les produits par cœur, il pose des questions, il me laisse parler, il répond à mes objections, il me fait un prix, il me rappelle pour me dire que mon produit est arrivé. Enfin bref, j'ai vécu une relation commerciale incroyable. Et un peu le propos de ce truc-là, c'est de dire qu'en fait, on a beau dire que faut être formé à être bizdev, faut faire des écoles de commerce, faut aller dans des startups, etc. En fait, souvent les meilleurs vendeurs, on les trouve pas dans les startups, ou on les trouve pas dans les grands comptes, on les trouve en fait dans les magasins, dans des gens qui toute la journée argumentent, vendent et en physique. Et c'est juste, moi je trouve ça incroyable la façon dont il a d'expliquer, la façon dont il a d'argumenter. Et je m'en suis beaucoup servi parce que, en fait, quand il me l'a fait, j'étais un peu comme au spectacle, parce que moi c'est mon métier, donc je vois quand quelqu'un essaie de me vendre quelque chose. Et donc j'étais un peu au spectacle et limite je prenais des notes dans ma tête. Parce que je me disais, ça c'est ouf, ça c'est ouf, ça c'est ouf. Là, il a répondu à mon objection et quand je suis revenu au bureau, j'en ai reparlé et j'ai dit mais en fait il y a plein de trucs à prendre. Et pour la partie call chez Ornicar, je m'en suis servi de ça parce que je me suis dit ok en fait ce qu'il a fait sur moi, ça peut marcher sur d'autres. Et donc je trouvais ça juste incroyable. Et donc allez chez Aubert à Chambourcy si vous voulez vivre la même expérience que moi. Mais vraiment c'était vraiment incroyable. Donc je voulais en parler. Bah écoute, c'est bien parce que j'aimerais bien faire un épisode sur la vente en magasin. Bah si on retrouve le nom du vendeur, je t'assure que c'est important que tu lui parles. Ouais, bah en plus c'était ma dernière question, hein, c'est qui me conseillerais-tu d'interviewer, donc ça pourrait être ce vendeur. Ouais, j'ai pas le nom et le prénom, mais je sais où il travaille. Mais D'accord, bah écoute, tu me donneras les infos de cette petite enquête. ouais. Non, sinon je pensais à Adrien Gaucher chez Spendesk. Ouais, Spendesk est une boîte magnifique dans le produit, magnifique dans l'exécution, et je trouve magnifique aussi dans l'approche qu'ils ont du sales, pour le coup la B2B. Et Adrien qui est à compte exécutif chez Spendesk, je trouve exprime bien tout ce qui est Spendesk. Et je trouve que c'est intéressant de lui parler parce qu'il a plein de choses à raconter. Alors, qui n'ont rien à voir avec moi, parce qu'il fait pas de B2C, il fait du B2B. Mais je trouve que dans l'approche, c'est encore plus intéressant et je pense qu'il y a pas mal de trucs à raconter avec lui. ok, bah écoute, Adrien Gaucher, écoute, moi j'avais un autre contact, mais pour l'instant on n'a rien fixé, donc ça pourrait être effectivement une proposition que je vais lui faire. Ouais, bah écoute, ça vaudrait le coup. Ouais. Bon, bah merci beaucoup, hein, Erwan, pour toutes ces infos. On a respecté le timing, on est à moins d'1 heure, donc c'est bien. Parfait. Et bah écoute, on va dire bon confinement. Hein. Ouais, à toi aussi. On en a encore pour quelques temps, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais bon, ça permet de progresser sur cette pratique, d'écouter des podcasts. Donc, merci d'avoir apporté ta pierre à l'édifice. Quoi. Merci Alexandre. Allez, passe une bonne fin de journée et à très bientôt. À très bientôt, salut. Salut. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!